Dans cette vidéo, on va parler travaux. Et je vais notamment vous expliquer comment j'ai transformé ça en ça. La rénovation, c'est une étape qui fait peur à énormément de personnes. Tout ça parce que la plupart des investisseurs en réalité ne savent pas comment s'y prendre et comment gérer un chantier de rénovation. Alors qu'en réalité, c'est en général grâce aux travaux qu'on va réaliser des opérations très rentables. Et donc dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi les travaux sont un levier d'enrichissement très rentable, les 3 méthodes possibles de gestion d'un chantier, et enfin on va voir toutes les étapes d'une rénovation de A à Z. Soyez bien concentré, c'est parti. Alors revenons d'abord à la base de la base. L'objectif d'un investisseur, c'est d'acheter de l'immobilier ou à minima des actifs à un prix inférieur à celui de leur vraie valeur. Et vous avez probablement déjà entendu l'expression assez célèbre qu'une bonne opération se réalise toujours à l'achat de celle-ci et non pas à la revente. Puisqu'encore une fois, que vous soyez investisseur locatif ou marchand de biens, que vous souhaitez faire une opération d'achat-revente, c'est bien en achetant en dessous du prix du marché et en revendant au prix du marché que vous allez réaliser les plus belles plus-values avec un minimum de risque. Et pensez bien que dans l'investissement, il y a toujours ces 2 paramètres à prendre en compte. Dans un bien immobilier, il y a toujours 2 prix ou 2 valeurs principales. La première, c'est ce qu'on va appeler la valeur de marché. Celle-ci, elle est calculée statistiquement en fonction des mètres carrés que vous avez à l'intérieur de votre appartement. Et vous pouvez très facilement calculer sur internet combien vaut sur le marché l'appartement que vous avez sous les yeux, en fonction bien sûr du quartier, des finitions qu'il y a à l'intérieur, des différents atouts, salle de bain, cuisine, et également le potentiel extérieur, jardin ou terrasse qui est pondéré à un prix moindre que les mètres carrés habitables. Ça, c'est typiquement le calcul que va faire un agent immobilier pour estimer combien vaut votre appartement. Maintenant, il y a aussi la deuxième valeur qu'on appelle la valeur perçue. Ce n'est pas celle qui est calculée statistiquement, mais bien celle que vous allez donner en rentrant dans l'appartement. Et si on prend un échantillon de 50 personnes, on leur demande grosso modo combien vaut cet appartement, et bien la moyenne de ces 50 personnes, ce sera ce qu'on appelle la valeur perçue. Alors évidemment, il y a en général un gap entre la valeur perçue et la valeur de marché, puisque la valeur perçue, elle est influençable, et influençable notamment en fonction des peurs, des appétences, de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas. Et évidemment, vous vous en doutez, la plupart des gens n'aiment pas et ont même peur des travaux. Par définition, un appartement qui possède des travaux à effectuer, et plus ils sont importants et contraignants, plus ce sera le cas, eh bien va avoir une valeur perçue beaucoup plus basse que sa valeur de marché. Et c'est bien sur cette fameuse différence entre la valeur de marché et la valeur perçue que vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent. Puisque vous allez pouvoir acheter un bien immobilier à une valeur moindre que sa valeur de marché, pourquoi pas le rénover par la suite et encaisser une très belle plus-value. En plus de cet aspect un petit peu psychologique, orienté négociation, et bien d'un point de vue fiscal, la réalisation de travaux est un vrai avantage et permet d'effectuer ce qu'on appelle du déficit foncier. Comme vous avez ajouté de la valeur grosso modo au patrimoine français global, aux yeux de l'État, l'ensemble des travaux que vous allez effectuer sont déductibles de votre base imposable, et cette base elle peut même aller dans le négatif pour tout un tas de régimes fiscaux particuliers. Ce qui veut dire que si vous effectuez beaucoup de travaux, vous n'allez pas payer d'impôts pendant une certaine durée, jusqu'à ce que les gains que vous avez tirés de vos appartements remboursent la totalité des travaux que vous avez effectués. Et si vous effectuez 100 000 € de travaux, il est fort probable que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous ne payez pas le moindre centime d'impôt grâce au déficit foncier que vous aurez créé grâce à ces derniers. Et c'est d'ailleurs une stratégie que j'ai utilisée personnellement des dizaines de fois, d'acheter avec une société, avec beaucoup de travaux, créer du déficit foncier. Et je surveille d'ailleurs de très près ce déficit foncier pour savoir dans quelle structure je vais acheter le prochain immeuble pour venir rajouter encore une couche de déficit foncier et éviter au maximum l'imposition. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui j'achète quasi exclusivement des biens avec des travaux afin de faire jouer ce jeu du déficit foncier un maximum possible. Alors maintenant que vous avez compris l'intérêt qu'il y a à réaliser des travaux, sachez qu'il y a 3 principales façons de les gérer qui vont de la plus déléguée à celle qui vous demandera le plus de temps, mais également de la plus coûteuse à celle qui sera la plus économique. Méthode numéro 1, la gestion 100% déléguée. Cette première méthode, elle est faite pour vous si vous n'avez pas forcément l'habitude des travaux, qu'il s'agit de votre premier chantier, que vous ne souhaitez pas du tout vous en occuper ou que vous avez un timing serré pour votre rénovation. Cette méthode, elle consiste à prendre un maître d'œuvre ou un architecte qui va être un peu le cheval de bataille de votre chantier, le coordinateur général qui va lui-même gérer la fourniture, sélectionner les artisans, valider les devis avec vous, vérifier qu'ils soient conformes au prix du marché et optimiser la gestion du quotidien et toutes les difficultés qui pourraient apparaître sur votre chantier de rénovation. Et c'est vraiment la méthode qui permet de particulièrement
pratiquement ne pas passer une seule fois sur le chantier, même pendant 6 mois, puisque le maître d'œuvre ou l'architecte, bien évidemment pour une facture de prestation, vont gérer l'entièreté des travaux pour votre compte. Méthode numéro 2, la gestion semi-déléguée. Dans cette deuxième méthode, vous allez effectuer un petit peu le rôle du maître d'œuvre, mais en reportant une partie du travail, des différentes tâches à faire sur les entreprises de bâtiments que vous aurez sélectionnées. Pour prendre un exemple simple, l'électricien, le plombier et le plaquiste. Vous allez devoir coordonner les différents agendas pour être sûr que chaque professionnel vienne en temps et en heure, et vous allez lui demander de vous faire une facture globale de l'ensemble de tout ce qu'il faut pour rénover votre appartement. La plupart des artisans n'auront besoin que d'une visite sur place et un plan métré pour pouvoir par la suite réaliser leur devis et s'occuperont de la fourniture, de la livraison sur le chantier et des différents problèmes. Cette méthode elle est intéressante parce qu'elle pousse à comprendre comment fonctionne un chantier de rénovation et avec la proximité que vous allez avoir avec vos artisans, de créer un lien un petit peu plus important avec eux, surtout si vous avez l'intention de travailler sur le moyen long terme avec la même équipe. Attention cependant, dans ce genre de méthode, si vous avez une déclaration préalable de travaux à effectuer, condamner des places de stationnement pour la livraison ou poser de nouveaux compteurs Enedis par exemple, ce sera entièrement à vous de vous en occuper, les artisans ne pourront pas effectuer ce genre de tâches. Méthode numéro 3, la gestion pilotée. C'est la méthode la moins déléguée possible puisque dans celle-ci, vous allez vous occuper de faire les quantitatifs de la fourniture, de négocier la fourniture, de la faire livrer sur le chantier et les artisans que vous allez employer vont uniquement vous facturer de la main d'œuvre. Ce qui veut dire bien évidemment que vous allez avoir beaucoup plus de travail si vous optez pour cette méthode. Il faudra réaliser des plans, faire les déclarations préalables de travaux par vous-même, quantifier la fourniture dont vous avez besoin, choisir les différents aspects de fourniture et ce même si elle est technique, puis ensuite s'occuper de la livraison, des différents remboursements, des vis qu'il manque sur le chantier, bref de tous les aspects d'une coordination de chantier. Et imaginez que les artisans que vous allez employer vont plutôt avoir le rôle d'ouvrier que d'artisan dans ce cas précis. À titre personnel, c'est la méthode que j'utilise aujourd'hui tout simplement parce que c'est la plus économique qui soit et qu'elle permet une grande flexibilité et une adaptation face aux aléas, ce qui dans le cas de plusieurs dizaines d'appartements rénovés chaque année apporte quand même un certain confort. En revanche, je vous conseille de commencer par la méthode semi-déléguée pour vous faire la main avec une équipe d'artisans que vous allez pouvoir garder sur différentes réalisations et surtout pour apprendre à comprendre comment ça fonctionne, pourquoi faut-il une cloison phonique et ici pas phonique, pourquoi vaut-il mieux vers de l'enduit plutôt que de la toile de verre et tout un tas d'aspects un petit peu techniques qui a trait aux travaux qu'il est nécessaire de connaître si vous optez pour la méthode pilotée. Prenons le cas d'un exemple qui pourra vous concerner probablement avec une méthode semi-déléguée et voyez un petit peu les différentes étapes auxquelles vous devez penser en tant que coordinateur de ce chantier. Voici un petit peu à quoi va ressembler l'approche globale, on va dire, des différentes étapes que vous aurez à effectuer et on va maintenant les aborder une par une en commençant par la première qui est la visite. C'est un des éléments fondamentaux pour pouvoir quantifier correctement vos travaux, faire vos multiplications de la manière la plus précise qui soit et surtout donner les instructions à vos artisans. Et il y a des questions essentielles, surtout si vous cherchez à rénover un appartement, le diviser en deux, faire de la division d'immeubles, la division de maison, tout ça qui demande des travaux importants, il faut avoir un certain œil d'expert qui va se forger au fur et à mesure des visites. Où sont les évacuations et les arrivées d'eau? Quelles sont les cloisons porteuses auxquelles je ne peux pas toucher sauf si je fais intervenir un maçon? Quelle est l'installation électrique? Où est l'arrivée électrique générale? Où est-ce que je vais poser mon tableau? Quel est le système de chauffage? Est-ce que les huisseries sont à changer? Est-ce que je peux voir des taches d'humidité au plafond, au sol? Est-ce que l'humidité est remontée par capillarité, par le plafond? Toutes ces questions-là sont un peu une mécanique récurrente, même si les principales vous les connaissez, c'est comment est-ce qu'on chauffe, comment arrive l'eau, comment repart l'eau, et quels sont les gros postes de dépenses à anticiper tels que les fenêtres. Dès que vous sortez de votre visite, il y a des questions essentielles à se poser. La première, c'est est-ce qu'il y a une marge de manœuvre sur le prix? En gros, est-ce que parce qu'il y a des travaux, je vais pouvoir faire baisser la valeur perçue de mon bien et donc pouvoir derrière générer de la plus-value latente dès le moment où je suis déjà propriétaire? Deuxième question à se poser, quelle est la cible? Est-ce que le T3 que j'ai visité, ça vaut le coup d'en faire une colocation? Est-ce qu'il vaut le mieux le diviser en 3 studios? Est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas? Les questions un petit peu urbanistiques bien sûr. Enfin, faire la liste des travaux nécessaires. Est-ce qu'on est dans le cadre d'un rafraîchissement? Auquel cas, pour prendre un chiffre simple, on comptera 300 à 400 € du mètre carré pour le prix de la rénovation. Est-ce que je suis dans le cadre d'une rénovation légère où je vais refaire les peintures, les sols, la salle de bain, un bout d'électricité? Dans ce cas-là, on comptera entre 800 et 900 € du mètre carré pour quantifier sa rénovation. Ou alors, est-ce que je suis dans le cadre d'une rénovation lourde où je dois faire les fenêtres, toucher des murs porteurs, refaire une dalle? Et à ce moment-là, on sera plutôt aux alentours de 1300 voire 1400 € du mètre carré, ce qui se rapproche en fin de compte des prix de la promotion immobilière. Une estimation rapide des coûts et par la suite, il va falloir
falloir dessiner les plans pour expliquer à vos artisans les différents travaux à réaliser et éviter d'avoir à faire 36 visites et surtout gagner du temps si vous êtes plusieurs acquéreurs sur l'opération. Pour dessiner des plans de manière efficace, ne vous prenez pas la tête, je vous invite à vous rendre sur le site Archifacile dans lequel vous pourrez tracer des plans très facilement dans l'objectif ici de montrer à vos artisans ce qu'il y a à effectuer comme travaux. Vous allez pouvoir placer les arrivées d'eau et les évacuations qui vont être un élément essentiel pour votre plombier. Où est le compteur électrique général, élément essentiel pour votre électricien qui va quantifier le nombre de mètres de câbles qu'il va devoir poser. Où sont les cloisons porteuses, les cloisons légères, lesquelles vous souhaitez rénover, les portes, les fenêtres et par la suite les éventuels meubles qui aidera l'électricien à savoir où est-ce qu'il met la prise pour le four. Et pour le plombier, savoir comment vous imaginez la salle de bain afin qu'il puisse quantifier au mieux sur un premier devis les travaux qu'il va effectuer. Une fois que vous avez fait toutes ces étapes, les artisans vont pouvoir vous envoyer un devis et je vous invite d'ailleurs à leur demander expressément de l'augmenter de 10% par rapport au devis final afin d'être sûr que si dans un cas pessimiste ça passe et votre opération est rentable, eh bien vous n'aurez que des bonnes surprises. Une fois que ça c'est fait, vous avez envoyé l'offre au vendeur, il a potentiellement accepté et vous allez donc pouvoir vous mettre en recherche de financement et à ce moment-là choisir votre méthode de gestion de chantier. La méthode numéro 1, la numéro 2 ou la numéro 3. Dans notre exemple, on va prendre la numéro 2. Une fois que vous aurez reçu vos offres de prêt, alors à ce moment-là, vous pourrez signer les devis pour valider la date d'intervention de vos artisans. Et jamais avant, parce qu'en cas de refus de prêt, ce qui peut arriver en 2023, et bien à ce moment-là, il ne faut pas que vos artisans aient bloqué leur planning pour vous et que vous ayez signé le devis, sinon vous leur devrez 10% de dommages et intérêts. Au niveau des différentes étapes de notre chantier, la première, ça va être la démolition et le nettoyage pour y voir clair, casser ce qu'il faut casser, emmener à la déchetterie les éventuels éléments nécessaires, puis par la suite, faire votre première réunion de chantier avec tous les corps de métier. L'électricien, le plombier, le plaquiste, le menuisier s'il y a des fenêtres à changer, le carreleur s'il y a du carrelage, bref, toutes les personnes qui seront présentes sur votre chantier, il faut qu'elles soient là pour cette première réunion afin de mettre à plat tout ce qui va être fait, d'aborder certains aspects techniques et notamment l'organisation du chantier. En termes de calendrier, parce que vous allez voir que plus la rotation se fait correctement, plus le lien est également établi entre les différents corps de métier et plus ce sera facile pour vous de gérer ce chantier de A à Z. Une fois que c'est fait, dans la grande majorité des chantiers, il y aura un premier passage de l'électricien et du plombier. Ils vont passer les premiers câbles, les tuyaux, gérer les évacuations et les arrivées d'eau. Et d'ailleurs, si vous avez du gros œuvre à réaliser tel qu'une dalle, un maçon, un renforcement de façade, en général, ils interviendront en premier, puis en deuxième, les artisans donc thermiques et énergétiques, à savoir l'électricien et le plombier. Une fois que ce sera fait, à ce moment-là, les plaquistes peintres vont pouvoir intervenir et mettre en place ce qu'on appelle la première peau de vos cloisons. C'est-à-dire qu'ils vont poser les rails, mettre les premières couches de placo sans la laine de verre, uniquement pour pouvoir créer l'implantation des futures pièces qui indiquent où est-ce que va être la porte, où est-ce que va être les cloisons et ce qui va permettre par la suite à l'électricien de faire ses trous de cycloche correctement, d'installer ses prises au bon endroit. Une fois que cette étape est effectuée, il va y avoir un deuxième passage de votre électricien et de votre plombier qui vont pouvoir faire passer les câbles directement dans les murs, qui vont pouvoir lancer les différents branchements au niveau de la salle de bain et de la cuisine, commencer le carrelage de votre salle de bain, mettre en place le bac à douche et passer vraiment, on va dire, à la phase 2 des opérations de second œuvre. Une fois que tout cela aura été fait, un petit peu de concert d'ailleurs, le plaquiste va revenir, il va mettre en place la laine de verre, les deuxièmes pots, réaliser les bandes et par la suite passer à la peinture. Une fois que la peinture aura été faite, alors à ce moment-là, il pourra s'attacher au faux plafond s'il y en a et en dernier, poser les sols, que ce soit du carrelage ou du parquet. Enfin, il y aura un troisième passage du plombier et l'électricien qui vont venir installer les différents meubles, potentiellement le cuisiniste venir poser la cuisine, l'électricien va mettre ses différentes prises et les interrupteurs au bon endroit, tout ça un petit peu en même temps que le plaquiste ou le parquettiste, si vous avez fait appel à un artisan spécialisé dans la pose de sol, va installer les baguettes, les plinthes, les quarts de rond, les poignées, bref, les dernières finitions, on va dire, générales de votre chantier. Et une fois que cette dernière étape a été effectuée, vous allez pouvoir conclure votre chantier en faisant le tour avec tous les artisans, vérifier que tout a été fait comme vous le souhaitiez, éventuellement apporter des petites modifications si besoin, quelques retouches de peinture qu'il y aura effectuées, et si tout vous convient, signer un procès verbal de fin de chantier qui acte le fait que l'artisan a terminé, qu'il va donc pouvoir recevoir son dernier paiement du dernier acompte que vous lui avez donné, et bien évidemment le remercier pour le travail effectué. Imaginez que quand on est investisseur, les artisans c'est comme vos collaborateurs. Et ça y est, vous êtes à la fin de votre chantier. Évidemment, dans mon exemple, j'ai pris un chantier basique. En fonction de ce que vous souhaitez faire, il y a des caractéristiques qui vont se rajouter à ça, mais la recette de cuisine est tout le temps la même sur n'importe quel chantier. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura
appris plein de choses. Si vous avez des questions sur cet aspect un peu technique de l'investissement, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous dis à bientôt, je vous souhaite plein de bonnes choses sur vos chantiers, c'était Tim, ciao.